Est-ce qu'il pense que c'est de nous que dépend de veiller à ce qu'il y ait un toit pour tous les Français? Non, enfin, sans blague. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Si c'est un citoyen individuel de le faire, mais ta gueule, fais-le. Bonjour, c'est une heure de vérité exceptionnelle que nous vous présentons aujourd'hui, d'abord à cause de la personnalité de notre invité, l'abbé Pierre, et ensuite parce que nous avons quitté notre studio de Paris, où vous êtes venu d'ailleurs à plusieurs reprises, monsieur l'abbé, soutenir des hommes politiques. Et nous avons installé nos caméras ici aujourd'hui à Esteville, une des 105 maisons que votre association possède en France. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au nord de Rouen, et c'est dans cette maison de retraite que vous avez décidé de finir vos jours au milieu des compagnons d'Emmaüs, dont vous êtes aujourd'hui le doyen du haut de vos 81 ans. Alors il y a ici autour de vous les compagnons de cette maison d'Esteville, mais aussi ceux des autres communautés normandes et ceux qui sont venus de la communauté de Montbéliard, dirigée ici par Micheline, qui est là dans la salle. Et puis deux invités venus de Paris, le docteur Kouchner, avec lequel vous venez d'écrire ce livre, Dieu et les hommes, publié chez Lafon. Et le grand mathématicien, biologiste, généticien et démographe, Albert Jacquard, avec lequel vous vous préparez à publier un autre livre sous le titre d'Absolu. Voilà, alors pour les jeunes qui ne connaissent pas votre fabuleuse aventure, je rappelle que vous êtes né à Lyon en août 1912, dans une famille bourgeoise d'industriels de la soierie, le jour de la fête de Notre-Dame-des-Neiges. Votre vrai nom est Henri Grouès, et dès l'âge de 19 ans, vous avez été moine capucin, moine cloîtré, et vous portez d'ailleurs toujours, pendant 7 ans vous l'avez été, et vous portez d'ailleurs toujours la bure des capucins. Vous avez fait la guerre de 1939, puis vous avez pris le maquis, d'abord en Grande Chartreuse, puis ensuite dans le Vercors. À la Libération, on vous retrouve député de Meurthe-et-Moselle. Vous conduisez une liste MRP, c'est-à-dire chrétienne-démocrate, centriste, hein, comme on dirait aujourd'hui, mais vous-même, vous avez tenu à garder, tout au moins pendant un certain temps, votre étiquette d'indépendant. En 1949, c'est la création de l'association des chiffonniers d'Emmaüs à Neuilly-Plaisance, à l'est de Paris. Et puis, 5 ans plus tard, c'est les fameux appels de février 54 qui vous ont rendu célèbre. Article dans Le Figaro, puis appel sur les antennes de RTL. L'hiver avait été terrible. Un nourrisson était mort de froid dans un bidonville au moment même où le Parlement venait de repousser votre demande d'un budget exceptionnel d'1 milliard de francs, de francs de l'époque, pour la construction de cités d'urgence. 1 milliard de francs, c'est très exactement ce que la guerre d'Algérie, qui allait se déclencher quelques mois plus tard, coûtait par jour. Dans le Figaro, vous avez supplié du ministre du Logement de l'époque de venir assister à l'enterrement du nourrisson, vous vous en souvenez. Il s'appelait Monsieur Le Maire, et il ne s'est pas dégonflé, il est venu. Les choses n'ont guère changé depuis 1954, malgré vos efforts. Il y a aujourd'hui autant de sans-abri qu'il y a d'employés de la SNCF et des postes réunis en France. Et hier samedi, dans l'Eure-et-Loire, on a enterré un bébé qui est mort de froid parce que EDF avait coupé le courant à sa famille qui ne pouvait plus payer ses factures. De temps en temps, l'indignation est trop forte pour vous. Alors vous quittez cette maison d'Esteville et vous allez, comme autrefois, prendre la défense des sans-abri. On va voir tout de suite ce qui s'est passé le 24 septembre à Paris, lorsque vous êtes allé au secours des squatteurs expulsés de l'avenue René Coty. Je ne quitterai pas ce trottoir tant que ne sera pas respectée la décision de la Cour d'appel et tant que n'aura pas été ouverte une porte pour que ces familles entrent là où la Cour d'appel leur a donné le droit d'abriter leurs familles et leurs petits-enfants. Je ne sortirai pas de ce coin de trottoir jusqu'à ce que cela soit fait.
Voilà, c'est exactement comme quand vous aviez 35 ans. Alors on va découper cette émission en 3 parties. Nous parlerons du problème des sans-abri et de tous ceux qui sont exclus de notre société, avec Alain Duhamel. Puis Henri Tinck, du journal Le Monde, vous interrogera le prêtre que vous êtes et qu'on connaît moins bien que l'homme d'action. Enfin, Jean-Marie Colombani vous fera parler de vos rapports avec le monde politique et des grands problèmes de la société française. On commence tout de suite avec Alain Duhamel. Bonjour, monsieur l'abbé. Comment est-ce que vous expliquez, ça fera l'année prochaine, ça fera 40 ans que vous menez cette action spécifique. Comment est-ce que vous expliquez que 40 ans après, il faut encore que ce soit vous et il faut encore que chaque année, pratiquement, vous soyez obligé d'aller protester et crier votre indignation? D'abord, soyons bien dans la vérité. Il n'y a pas que moi. Il se fait que par une série de circonstances, et contrairement à ce que certains pensent, l'action dont j'ai été la vedette, à aucun moment n'a été quelque chose de prévu. Ça a été toujours des circonstances passant, et bon, on peut se dérober, et le réflexe était de qu'est-ce qu'on peut faire. Et oui, ça a été de l'imprévu, et beaucoup d'autres font les mêmes choses que je fais, et puis ça fait moins vedette, parce qu'il y a eu le fait d'un prêtre devenu député, décoré de la guerre, apparenté, un de mes frères apparenté à De Gaulle, etc. Et ça faisait vedette. C'est pas drôle d'ailleurs d'être dans cette position. Justement, vous êtes le dernier sondage de l'IFOP dans le journal du dimanche l'avait montré. Vous êtes aujourd'hui l'homme le plus populaire de France. Dans votre action, est-ce que c'est au fond une grâce, votre popularité? Est-ce que c'est une arme ou est-ce que c'est une croix? C'est à la fois une arme et c'est une croix, c'est vrai. Quand j'ai été très fréquemment malade, et au moment où Brigitte Bardot, j'étais à la clinique, a fait une tentative de suicide. Je n'ai pas pu me retenir de dire à l'infirmière, comme je la comprends. Son impresario a besoin, pour faire son métier, de la mettre en vedette, de la mettre partout, et il arrive un moment où s'il n'y a pas une vie spirituelle profonde sur laquelle s'appuyer, et qui fait toucher une autre dimension, c'est insupportable. Mais vous, le fait que vous soyez ce que vous êtes, que vous ayez la notoriété que vous avez, ça fait que quand vous parlez, on est obligé de vous écouter. Et que quand vous vous déplacez, on est obligé de vous répondre. Oui, c'est en ça que c'est une arme. Et j'aurais tort de ne pas l'utiliser. Il faut mesurer la responsabilité. Ça oblige quelquefois à dire des choses déplaisantes, même inévitablement. Vous parliez il y a un instant de ce qui est arrivé à Avenue Coty. Il faut en connaître la réalité que la presse ne peut pas complètement expliquer. Mais c'était un événement énorme qui venait de se produire, n'est-ce pas? Il y avait là un immeuble vaste qui pouvait héberger peut-être 30 ou 40 familles, en parfait état. Depuis 3 ans, vide. Et loué à une association. La ville de Paris n'avait pas renouvelé la location, mais le président de l'association continuait à y habiter. Et il a donné, ce président de l'association, à chacune des familles qui allaient entrer, un papier disant qu'il les autorisait, en tant que lui-même seul occupant des lieux. Or, le jour même où la cour d'appel à laquelle s'étaient adressées ces familles a accompli un acte tout à fait nouveau, unique dans l'histoire judiciaire française. La Cour d'appel reconnaît que les familles ayant violé la loi par nécessité, on devait leur donner des délais qui s'étendaient à 6 mois. Or, je reçois la veille au soir
plutôt, je reçois la veille de ma venue à Paris, je reçois des téléphones de papa, de maman qui me disent, devant l'avenue Coty, il y a un large terre-plein, les fenêtres du rez-de-chaussée étaient murées, mais à distance, ils voyaient ce qui se passait au premier étage. Et ils voyaient que des machines énormes étaient entrées par derrière, étaient en train de broyer la totalité de l'intérieur de l'immeuble. Et ils étaient en larmes, alors qu'ils ne savaient pas où ils iraient avec leurs enfants. On les avait mis à l'abri dans des coins comme on pouvait. Et alors, à 2 heures du matin, professeur Jacquard, votre épouse a été souriante, elle a reconnu ma voix, et elle m'a dit, c'est mon mari que vous recherchez, il est là. Et elle vous a réveillé, et je vous ai dit, je ne peux plus supporter ça. Demain, j'ai dit que je ne porterai plus mes décorations, je ne les porte plus, mais je vais aller chez Artus Bertrand lui demander s'il n'aurait pas encore une cravate de commandeur et de me la passer pour que je mette tout ce que je peux comme poids. Et j'ai été dire au capitaine qui commandait la troupe qui était là, mon capitaine, je ne quitterai pas ces lieux tant que je n'aurai pas la clé pour entrer. Il a fallu 4 à 5 heures de palabres, et finalement, l'adjoint au logement de la ville de Paris m'a dit, avec M. Jacquard, avec l'avocat Jean-Jacques de Félix, vous voulez entrer? Je vais vous en faire entrer. Et on a ouvert la porte, et croyez-moi, si je n'avais pas toute ma vie été un homme qui a voulu lutter contre la violence, j'aurais frappé l'adjoint. Je l'aurais jeté sur l'accumulation de gravats, ce que peut représenter la démolition de 2 étages d'un immeuble, alors que les familles sont là à ne pas savoir où elles iront l'hiver. Mais alors, évidemment, les squatteurs, c'est une solution qui est forcément une solution de désespoir. Oui. Alors, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous connaissez dans une société une solution possible, un peu réaliste, qui permette d'éviter d'en arriver à ces situations-là? Il y a plusieurs solutions. Une, elle est très importante, la loi Besson, qui a été publiée et approuvée il y a 2 ans. Cette loi prévoit, entre autres, ce qu'on appelle le bail réhabilitation. Des associations peuvent devenir locataires de locaux inhabités et pour lesquels il y a des travaux à faire. Des crédits sont prévus pour que les travaux se fassent, pour qu'il y ait l'eau, les cabinets, etc. Et ça marche, ça? Ça marchera si nous le faisons savoir, et votre émission est utile pour cela. Et il faut que je demande au cardinal de dire qu'il faut que dans des prêches, on dise à des fidèles où il y a des quantités de très braves gens, mais souvent des personnes âgées, et qui ne peuvent pas se faire des casse-têtes, mais les rassurer en leur disant tout est prévu pour que vous ayez une association tuteur des locataires qui seront là. N'est-ce pas? Vous serez certain, et au bout de 12 années, c'est l'association qui empochera le loyer, au bout de 12 années, ça fait partie de votre patrimoine, vous récupérez Autrement dit, on peut les aider sans léser les propriétaires. Et même en améliorant le bien que le propriétaire lèguera après lui. Bon, il y a d'autres moyens. Il existe des locaux en quantité énorme dans Paris, parfaitement connus. Il y en a qui sont des locaux pour ambassadeurs ou pour grandes sociétés, qui ne sont pas pour des gens modestes, mais il y en a plusieurs milliers connus comme étant pour des gens modestes. 350 000 généralement, on estime. Pour la France. 350 000. 350 000. Pour la France. Pour l'ensemble de la France, oui. n'est-ce pas? Mais dans Paris. Mais dans Paris, peut-être une centaine de mille, n'est-ce pas? C'est pas impossible. Ça vous paraît un problème surtout parisien et Île-de-France ou bien un problème national? Le problème, il repose sur 2 chiffres qui ont été établis dans le rapport au Conseil économique établi par le père Joseph Brzezinski. On n'a pas contesté ces chiffres depuis lors. Il y aurait en France actuellement 2,5 millions de familles qu'on appelle mal logées. La définition de mal logé, c'est 3 points, ou bien plusieurs couples dans un logement, sans eau, sans cabinet. Bon, il y aurait 2,5 millions. C'est-à-dire qu'il suffirait d'avoir bâti 1 million de logements pour avoir
fait éclater déjà, fait ce dédoublement. On sait les désastres qu'entraîne la cohabitation trop longue de plusieurs couples. Est-ce que vous, d'après ce que vous voyez, la situation est plutôt pire maintenant qu'au moment où vous avez commencé en 1954? La même chose, différente? Très différente. Il faut savoir d'abord une information que je n'ai que depuis très peu de temps, de sources très sûres et qui est très encourageante. Autant pour des hommes politiques de tous les bords qui ont traversé ces longues années que pour les militants qui ont lutté. Quand la guerre finissait, dans cette situation de mal logés, comme nous l'a définition il y a un instant, on comptait 29% des familles françaises. Ce qui n'était pas étonnant après la guerre. Tout le long des passages des armées, des logements avaient disparu, des couples venaient s'héberger chez les parents, chez les frères et sœurs. Bon, c'était pas étonnant. Or, actuellement, il n'y a plus que 9% des familles françaises qui se trouvent dans cet état de mal logé. Donc, on n'a quand même pas perdu son temps. On n'a pas rien fait. Mais il faut aussi être très réaliste. 9% des familles françaises dans cette situation, ça représente, grosso modo, 5 millions de personnes. Hommes, femmes, vieillards, enfants, etc. Est-ce que vous sentez, puisque vous avez une expérience longue, est-ce que vous sentez les gens aujourd'hui aussi solidaires qu'il y a 40 ans, moins solidaires ou solidaires de façon différente? La question fondamentale n'est pas de solidarité. La question fondamentale, elle est comme différence dans le fait qu'il y a 40 ans, on sortait de la guerre et on regorgeait de projets. D'espérance, vous voulez dire. D'espérance. Oui. On avait des projets. À tel point, d'ailleurs, que la France allait chercher des travailleurs étrangers, portugais ou maghrébins, les Algériens qui n'avaient pas besoin de carte de séjour ni de travail, citoyens français. J'étais député à cette époque, j'ai connu les combats que menait M. Fonlupes-Esperabert, député qui était le spécialiste des problèmes de l'Algérie, des patrons, pas tous les patrons, pas tout le patronat, mais des patrons sans scrupules, frétaient des cargos avec des racoleurs qui allaient dans les villages de l'Algérie pour avoir du surnombre de main-d'œuvre pour contrer les revendications syndicales et pour plus vite nous aider à débarrasser nos ruines. Quand maintenant on entend une certaine catégorie de personnes, vous voyez à qui je pense, qui trouvent qu'il y en a de trop de ceux-là, il faut rappeler premièrement que ce n'est pas eux qui sont venus occuper la France avec des armes. Nous avons été occuper leur pays. Deuxièmement, quand en 14, il a fallu sauver notre liberté, nous les avons mobilisés et ils sont morts par dizaines de mille. Je viens d'avoir hier une information qui a une valeur nationale. Qui parmi vous sait qu'il existe une délégation à la mémoire et à l'information historique au ministère des Anciens Combattants? Oui. Qui d'entre nous le sait? Une délégation à la mémoire. Quelle merveilleuse appellation! Je voudrais que... Et j'ai demandé des chiffres. Dans les nécropoles de la guerre de 14, il y a 21 000 musulmans, sans compter les ossuaires, où on ne peut distinguer personne. De la campagne 39-45 au débarquement de 45 de Méditerranée, plus de 10 000 morts. Et pendant la guerre du Vietnam, ce n'était pas des Maghrébins, mais 5 000 Vietnamiens. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut, comme le disent la plupart des responsables, ce qu'on appelle stabiliser l'immigration? Ça veut dire pratiquement la limiter? C'est évident qu'on ne pourra pas recevoir tout le monde. Mais c'est évident aussi qu'historiquement, on n'a jamais vu que sur un espace aussi petit que le bassin méditerranéen, il y ait au nord une Europe ultra fertile, les terres les plus fertiles du monde, de moins en moins peuplées, face à, de l'autre côté de la mer, des peuples qui étaient en nombre, Maroc, Algérie, Tunisie, la moitié du nombre des Français. Donc il faut les aider à se développer. Dans 20 ou 30 ans, ils seront le triple. Donc il faut les aider à se développer. Il faut les aider à se développer, il faut les aider à rendre leurs terres plus fertiles, et il faut prévoir que c'est inévitable. Nous en verrons venir. Lorsque nous voyons à la télévision il y a quelques jours un médecin qui sait qu'il est menacé de mort,
qui est algérien. Un de mes amis vient d'être tué il y a 2 mois, médecin pédiatre avec lequel nous préparions une fondation à Alger. Et lorsqu'on voit ce médecin, on ne le voyait que de dos, mais qu'on voyait marcher dans les rues tout seul et qu'on nous disait on lui chicane le droit d'asile parce qu'il ne peut pas prouver qu'il est en danger de mort. Est-ce qu'il faut attendre qu'il ait été tué ? Merci. Et nous aurons bonne mine si les intégristes se l'emportent en Algérie et si nous voyons par dizaines de mille les plus proches de nous, de notre culture, etc., venir nous demander « sauvez-nous ». On aura bonne mine de leur faire des grimaces. Donc cela, il faut les accueillir. Il faudra bien. Merci Alain Duhamel. Alors là, on vient de voir l'homme d'action. On voudrait maintenant en savoir plus sur le prêtre que vous êtes avec Henri Tinck. Bonjour, père. Bonjour. Je voudrais vous connaître un peu plus donc, comme homme d'église dans ce combat pour protéger l'immigré, dans ce combat pour protéger les mal logés. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par votre église? Ou bien est-ce que vous trouvez que l'église est encore un peu trop, disons, peureuse, frileuse par rapport aux injustices, par rapport aux exclusions? L'église ne sera jamais suffisamment engagée, prête à se mouiller avec chacun de ces, du haut en bas, depuis les prélats les plus hauts jusqu'au plus humble petit enfant qui a la foi. L'Église est appelée à une vocation si merveilleuse qu'elle sera toujours débile, inférieure, n'est-ce pas? J'aime définir d'abord qu'est-ce que c'est que le prêtre. N'est-ce pas? Je n'aime pas la distinction dont on abuse, clerc et laïc. Tellement ça nous évoque les privilèges des clercs dans d'autres siècles. Aujourd'hui, ils n'en ont pas beaucoup, mais de l'histoire passée, n'est-ce pas? J'aime dire, le prêtre, sa mission, c'est de réaliser l'Eucharistie du monde. Le mot Eucharistie veut dire merci. C'est une belle formule. Faire que le monde dise merci. Et pour cela, vous devinez, vous mesurez tout ce que cela suppose, que l'on réalise étape par étape. Et j'ai dit au Saint-Père, je le répète sans cesse à toute occasion, l'expression traditionnelle évangélique de pasteur, pour l'homme contemporain, qui n'a pas connu la vie pastorale, ou du moins il y a très longtemps, c'est pas tellement grisant de s'entendre appeler mouton. Et si on va un peu loin, le berger est un bon pasteur pour mener une bonne bête à la boucherie, n'est-ce pas? Le prêtre, j'aime mieux le voir premier de cordée. Je disais ça au pape, il aime la montagne, ça ne lui a pas déplu. Et je me sens plus premier de cordée, responsable de cette manière, que... Alors, on sait que les premiers de cordée, les prêtres, aujourd'hui, vivent pauvrement dans la société. Ils ne gagnent pas plus que le SMIC, mais... pour vous, le travail du prêtre aujourd'hui, quel est-il exactement? Il est de rendre croyable... Est-ce que cette Église qu'il est censé servir, est-ce qu'elle n'est pas encore prisonnière d'une certaine image de richesse, de pouvoir, et qui handicape votre action auprès des plus pauvres? Ce qui est particulièrement navrant, c'est que l'Église continue à faire comme si elle était riche, alors que depuis le passage de l'illustre prélat américain, dont on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, de tout ce qu'il y avait de réserves financières entre les mains du Saint-Père, l'Église n'est pas riche. Ce n'est pas vrai. Monseigneur Marcinkus, non? Oui, bien sûr. Je n'ai pas la mémoire des noms, mais il est inoubliable, n'est-ce pas? L'Église se trouve appauvrie. Ce n'est plus vrai qu'elle est riche. Je ne peux pas supporter qu'elle joue la comédie, parce qu'elle supporte que quand le pape a à se déplacer, bon, c'est pas supportable qu'il y ait des dépenses faites pour lui plus grandes que celles qu'on fait pour les hommes les plus puissants de l'univers. Qu'il y ait un tapis rouge, qu'on aille dans le salon d'accueil, qu'on se dise quelques mots entre autorités, bravo. Mais je me rappellerai toute ma vie cette jeune femme belge qui avait été Jossis, qui avait été priée de présenter une parole au pape. Et quand elle a vu les frais que la ville de Bruxelles faisait de la poche des contribuables, croyants ou pas, et d'une manière tellement fastueuse et coûteuse, elle a commencé par refuser. Puis elle a repris sa décision. Et elle est venue le dire au pape.
est venu lui dire « ce n'est pas tolérable, vous nous tirez dans le dos, nous voulons faire croire que l'Éternel est amour, que l'amour c'est le partage, que les plus forts sont au service des plus faibles, et vous acceptez qu'on vous idolâtre, alors que Jésus n'est pas venu en Cadillac, il est monté sur un âne, et quand on a voulu le faire roi, il a fait jusqu'à camp. Vous avez dit une fois que le pape devrait démissionner à l'âge de 75 ans et se retirer dans un monastère. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. La réalité, je me trouvais avec une petite troupe de théâtre qui présentait une vie de Saint François d'Assise, le petit pauvre. Et un ami qui était le prélat délégué à l'UNESCO, ayant vu la pièce, a dit « il faut montrer ça au pape pendant l'été à Castel Gandolf ». Et ce brave prélat de l'UNESCO a organisé. Alors, nous étions là très peu nombreux, il y avait 20 ou 30 personnes de l'extérieur, il y avait les acteurs, et puis le pape est descendu, on avait mis un fauteuil et deux chaises, à sa gauche il avait un secrétaire vietnamien, et puis il était à sa droite. Alors au bout d'un moment, le pape me dit « et quel âge avez-vous » Alors je lui dis, alors, il me dit « mais le pape est plus jeune que vous ». Et c'est alors que je lui ai dit « mais qui sait, peut-être bien que le pape, quand il aura 75 ans, comme évêque de Rome, il fera ce qu'il impose à tout évêque à travers le monde, qui à 75 ans, non pas de démissionner, mais de proposer sa démission, pour éviter d'avoir un vieux gâteux qui paralyse un diocèse. La vieillesse de Pie XII a été un désastre pour l'Église, n'est-ce pas? Parce qu'il n'en finissait pas de mourir. Et comme bien des vieux, il disait « laissez-moi ça, je m'en occupe ». Et à tel point que Monseigneur Montini, devenu le Paul VI, a démissionné de sa charge de substituer la secrétaire d'État. Les deux, ils étaient deux, Tardini et Montini, ils ont démissionné. Il n'y a qu'un seul pape dans l'histoire qui est parti. Il n'y a qu'un seul pape dans l'histoire qui est parti avant la fin. Il n'y en a qu'un. Et c'est Saint Célestin. Et c'est très rigolo de rappeler comment. Mais alors attendez, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que le pape répond. Alors le pape sourit, et puis il me dit ça demande réflexion. Bien. Alors depuis ce temps, j'entends par-ci par-là, où je lis dans les journaux, le Vatican fait savoir que le pape n'a pas l'intention de démissionner. Alors ce pape, père, prend des positions pour les droits de l'homme, contre la pauvreté, mais aussi prend des positions dans le domaine moral qui dérange un grand nombre de personnes. Alors je voudrais savoir comment vous situez par rapport à ces interdits que pose l'Église, et je pense notamment à l'affaire du sida. Vous avez dit un jour, à défaut d'être des saints, ne soyez pas des assassins. Alors ça veut dire que vous êtes pour l'usage du préservatif, et vous savez que demain on va vendre le préservatif peut-être à 1 franc. Est-ce que vous en réjouissez? Retenez la parole entière. Ce que j'ai dit, et ça a été repris par le cardinal de Paris, ça a passé dans l'Observatoire Romano. Ce que j'ai dit, c'est l'Évangile nous appelle à une perfection totale et qui peut demander un véritable héroïsme dans certaines circonstances. Nous sommes des pauvres êtres humains et nous commettons des fautes. Si dans ce domaine, il vous arrive un adultère, vous commettez la faute, n'ajoutez pas le crime à la faute. Car le seul préservatif total, absolu, certain, pour 2 personnes qui se sont fait examiner et qui sont certains que leur sang est indemne, c'est la fidélité. S'il y a la fidélité, ils peuvent dormir tranquilles, n'est-ce pas? C'est la fidélité, bien entendu, qui suppose ou qui veut qu'on fasse tout pour que l'amour accompagne la fidélité. La fidélité, d'ailleurs, s'il n'y avait pas l'amour, est-ce que la fidélité subsisterait? Les deux sont étroitement unis. Donc, ne séparons pas les choses. Je n'ai pas dit fautez, mais prenez un préservatif. J'ai dit, si vous fautez, alors n'ayez pas la lâcheté de ne pas prendre de préservatif. Monsieur l'abbé, vous avez parlé tout à l'heure du prêtre. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Il y a une crise des vocations qui est très, très grave. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer les vocations? Est-ce que, par exemple, mettre fin à la règle du célibat des prêtres, est-ce que ce serait une solution? Il faut regarder les choses dans leur pleine réalité. Le célibat n'est que dans une partie la plus importante des différentes familles de l'Église catholique. Nous avons des frères maronites
en très grand nombre Au qui Liban. sont mariés au Liban, des Coptes, des Grecs, n'est-ce pas? Et bon, deuxièmement, historiquement, la liaison du célibat avec les engagements monastiques, je veux dire du sacerdoce, avec les engagements monastiques de célibat. Bon, elle ne s'est faite que très, très mal, elle n'a jamais été totale. Je connais des évêques d'Amérique latine qui répètent, je le sais, il n'y a qu'un très petit pourcentage des prêtres perdus dans la solitude, dans la montagne, pour lesquels il faut un temps fou pour rencontrer un autre prêtre, n'est-ce pas? Mais je sais que, et dans un monde où, pour la famille qui arriverait à mettre dans le lit du curé une fille de la famille, c'est l'honneur le plus grand qui pourrait lui arriver, n'est-ce pas? Donc est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à l'hypocrisie, mon père? Oui, le mensonge est pire que tout, n'est-ce pas? Mais alors, regardons les choses comme elles ont été. À l'origine, c'était les communautés de fidèles qui présentaient à l'évêque ce qu'ils souhaitaient voir appelé. Et l'évêque appelait, vocare. Bon, et progressivement, au fur et à mesure de la décadence de l'Empire de Rome, de plus en plus nombreux étaient les moines, comme dans notre société en décadence actuellement, allant chercher la solitude et le désert, perdant l'espérance dans les choses de ce monde. Bon, et progressivement, les communautés de fidèles ont présenté de plus en plus seulement des moines à l'évêque demandant qu'on les ordonne, parce qu'ils savaient que ce moine pourrait se consacrer davantage à son apostolat, et ce n'est que très très lentement que c'est devenu un canon, comme on dit, une loi. Vrai, il y a eu des détours historiques, bon. Mais au fond, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui pour vous l'ordination d'une femme, quand même? Alors, c'est un autre problème, il faut les séparer. C'est quand même la crise des vocations. Oui, mais vous posez deux problèmes. Le problème, d'une part, de prêtres, ordonnés prêtres des hommes mariés, et d'autre part, vous posez le problème de femmes pouvant, comme l'Église anglicane vient de l'admettre, être ordonnées. Alors, j'ai bien cherché, je ne suis pas un savant théologien, n'est-ce pas? J'ai bien cherché, mais théologiquement, bibliquement, je ne vois vraiment aucun argument théologique contraignant. On peut trouver à l'ordination féminine des convenances selon les sociétés, les usages, etc. Mais un argument théologique, j'ai entendu ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Je n'ai trouvé ni d'un côté ni de l'autre un argument déterminant. Monsieur Pasqua a dit l'autre jour que le travail des prêtres était d'aller évangéliser les banlieues plutôt que de lutter contre ces projets en matière d'immigration. Est-ce qu'il a raison ou pas? Je lui dirais simplement que s'il est croyant, ce que je ne sais pas, et je l'espère, je le lui souhaite, mais s'il est croyant, il lui appartient à lui, autant qu'à moi prêtre, de se conduire d'une manière qui rende croyable l'Évangile. Et que ça ne soit pas... Et c'est pas ce qu'il fait, et c'est pas ce qu'il fait. C'était aussi une manière de dire que le clergé ferait mieux de s'occuper, comme on disait dans le temps, de ses oignons et ne lutter pas contre ses projets sur l'immigration, bien sûr. Phrase de l'amiral de Joibert. J'aimerais le mettre en présence des cas en chair et en os, précis, dramatiques, de tels Kurdes qui pleuraient en me disant « On a tué mon frère devant moi, ma mère m'a dit « Fuis, j'ai réussi à partir, mais je ne peux pas prouver qu'on a tué mon frère. Je n'ai pas des marques de torture. Et on veut me fourrer dans un avion. Alors je sais que qu'on m'envoie sur la partie kurde de la Turquie ou de la... je ne trouve plus le nom de l'Irak. L'Irak, n'est-ce pas? Je sais qu'à l'arrivée, je suis tué. Et que déjà, ma maison, ma ferme, s'est donnée à d'autres, n'est-ce pas? Le Kurde, on sait bien que s'il a quitté le pays, ça n'a pas été pour dire du bien du gouvernement. Donc, il est perdu. Et je me rappelle un autre qui, alors lui, pouvait faire l'épreuve, et il déchirait sa chemise pour me montrer les traces des brûlures, des blessures qu'il avait eues dans les supplices qu'il avait subis, n'est-ce pas? Alors, devant des cas bien précis, j'ai eu à passer une année
à suivre avec le président des églises protestantes de France et pasteur Stewart, et puis un préfet, le préfet Monestier, et puis l'ancien président de la CFDT, a suivi pendant un an l'application de la circulaire Bianco pour réglementer de nouvelles manières le droit d'asile. Or, il y a eu finalement, on disait de ne pas le dire trop tôt parce que M. Le Pen allait nous traiter de vendre la France aux étrangers, mais sur 80 dossiers qui étaient à la traîne, avec des types qui avaient un permis provisoire depuis 10 ans, et, nous avions très peur en voyant la circulaire telle que finalement elle a été promulguée, mais il y a eu quand même 27 000 sur les 80 000 qui ont reçu le droit d'asile. C'était bien mieux que ce que nous espérions. Mais à la réunion finale, j'ai demandé aux 3 ministres qui étaient là, pas encore M. Pasqua, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, etc. Je leur ai dit ce que nous disions tout à l'heure. Si demain l'Algérie était intégriste et que vous voyez venir 2 ou 3 dizaines de mille venant pleurer à notre porte, qu'est-ce que vous feriez? Il n'y avait pas pensé. Merci à Henri Tinck. Alors, Jean-Marie Colombani, avec Jean-Marie Colombani, on va peut-être revenir sur M. Le Pen, dont vous avez cité le nom, puisqu'il a fait des déclarations hier soir à Bordeaux assez dures contre vous. Mais auparavant, je voudrais qu'on regarde une scène qui s'est passée il y a 15 jours à l'inauguration de la première boutique de la solidarité, rue Bichat, à Paris. Vous y étiez et vous n'étiez pas seul. Un baiser à Simone Veil. C'est ainsi que l'abbé Pierre accueillait ce matin le ministre des Affaires sociales, venu lancer avec lui la première boutique Solidarité de la capitale. Elle ouvrira dans 2 mois. Jean-Marie Colombani. Ben justement, d'un mot, puisque François-Henri y a fait allusion, Jean-Marie Le Pen, dans une déclaration hier, vous a accusé d'abord d'éructer, je cite Jean-Marie Le Pen, et ensuite de ne pas avoir vous-même prévu les rudesses de l'hiver et de ne pas avoir vous-même, en tant qu'association charitable, fait le nécessaire. Est-ce que vous avez à lui répondre? J'ai dire tout à l'heure, Le Pen a dit que vous éructiez. Je me suis dit, j'aurais pas trouvé ce mot tout seul. Il a dû rester trop longtemps à se regarder dans la glace ou à écouter ses propres discours. Car ça m'est plutôt agréable de ne pas me trouver, que personne ne suppose que je puisse éprouver la moindre sympathie pour l'ami de M. de Grelle, le chef des nazis belges réfugié avec une fortune en Espagne, où hier il a déclaré sa joie si dimanche les néofascistes l'emportent en Italie. Il n'avait pas besoin de le dire, on s'en doutait, n'est-ce pas? Mais je vais rajouter encore un mot. Il y a peu, un des siens, parmi les très très braves gens qui se laissent tromper et qui suivent sa route, mais quelqu'un m'a dit qu'il s'était vanté d'avoir non pas fait, comme il avait d'abord dit, un calembour fâcheux quand il avait parlé des fours crématoires pour le nom de Durafour, mais le 2 ou 3 jours après, il se serait vanté auprès de tout son état-major d'avoir eu là un trait de génie, leur disant que c'était parfaitement calculé, car ça faisait parler de lui plus que ne l'aurait fait une campagne publicitaire qui aurait coûté des sommes considérables. C'est pas idiot comme raisonnement, scandaleux, n'est-ce pas? C'est vrai que c'était payant du point de vue pour faire parler de lui. C'était dégueulasse, mais c'était payant. On va donc arrêter de parler de lui, si vous le voulez bien. Oui. Et puis, je voulais venir sur l'humanitaire, parce que... Alors, il dit qu'on aurait dû prévoir, sans blague. Est-ce qu'il pense que nous sommes l'État? Est-ce qu'il pense que c'est de nous que dépend de veiller à ce qu'il y ait un toit pour tous les Français? Non, enfin, sans blague. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Si c'est un citoyen individuel de le faire, mais ta gueule, fais-le. Mon père, monsieur de Charette, qui est le ministre du Logement, est venu ici, dans cette pièce. Il est venu voir. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Eh bien, il est venu, nous nous sommes téléphonés depuis, nous nous reverrons, et je me suis trouvé devant un homme de bonne volonté, compétent, capable, et je pense qu'il y a besoin du harcèlement, c'est le rôle des associations militantes, qui, elles, voient les mamans qui pleurent, n'est-ce pas, sur le trottoir. Bon, alors que le ministre
il ne peut pas voir de la même manière. Il voit des statistiques, il voit des programmes. Il faut que nous l'aidions à pleurer de temps en temps, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est vraiment de cœur capable de le vouloir. Mais là, il y a deux choses. Il y en a plusieurs pendant le peu de temps qu'il nous reste, mais qui pour moi ont beaucoup d'importance. C'est une parenthèse. Dans le journal hier, on m'a tout de suite téléphoné pour me dire le chagrin que ça a provoqué chez mes compagnons dans les communautés d'Emmaüs. Le journal vendredi, samedi, dimanche, en première page, avec d'ailleurs des articles intéressants sur des personnes qui font des actions de très haute valeur humaine, n'est-ce pas? Mais mettez 1 franc sur la vente de chaque numéro sera remis aux compagnons de l'abbé Pierre. Alors, nous sommes, nous, compagnons d'Emmaüs, très pointilleux sur un point. C'est que nous sommes probablement l'unique organisme au monde qui ouvre une porte, qui ne sait pas qui va entrer, et qui cherche comment on va l'occuper, qui refuse des subsides de l'État, et qui, non seulement gagne son pain, mais veut travailler plus que son suffisant pour se payer le luxe, alors qu'on se sentait des marginaux, se payer de trop, se payer le luxe des donateurs. L'année d'avant, ils avaient donné près de 3 milliards de centimes, après avoir nourri 4000 hommes et payé la sécurité sociale, etc. Alors, on tient beaucoup, et ça, je demande à l'AFP de l'écouter, et puis de le diffuser dans tous les journaux, n'est-ce pas, que chaque fois qu'on dit « on veut donner de l'argent à Emmaüs », on ne dise pas aux compagnons d'Emmaüs, on dise « on veut le donner pour que ça s'ajoute à ce que donnent les compagnons ». Et là, alors, ils seront contents, parce qu'ils verront qu'ils ont été provocateurs. Jean-Marie Colombani. Longtemps, pendant plusieurs années, l'action humanitaire, notamment à l'extérieur des frontières, a été au premier plan de l'action gouvernementale, notamment avec Bernard Kouchner. Et depuis quelque temps, il y a une espèce d'inversion dans la pensée sur ce sujet, au point qu'on voit certains accuser l'humanitaire, là où l'humanitaire est intervenu, d'avoir presque prolongé la guerre. Comment est-ce que vous réagissez à ce genre de choses? Il est évident que si on laisse les belligérants, qu'ils soient attaquants ou victimes, crever de faim, la guerre finira. C'est une des manières de finir la guerre, de tuer tout le monde, n'est-ce pas? C'est grotesque de prétendre que parce qu'on empêche les gosses de mourir manquant de lait ou de minimum, c'est grotesque de dire que ça entretient la guerre. On apporte de l'aide, mais Kouchner, tu m'as dit ça un jour, je sais que quand je suis en train de soigner un gamin, quand je vais lui dire « tu peux y aller, tu tiens bien sur tes jambes », il n'aura qu'une hâte, c'est d'aller chercher le fusil d'un cadavre dans un coin de rue pour redevenir combattant. Parce que c'est presque un jeu. À vos yeux, ça ne délégitime pas l'humanitaire. Alors, il y a un endroit en Europe où on considère que l'humanitaire aurait dû céder le pas aux militaires. Au contraire, c'est la Bosnie, c'est la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie. Comment jugez-vous la situation? Est-ce que vous pensez que là, l'Europe a manqué un rendez-vous? Est-ce que la France a été coupable? Si oui, de quoi? Parce que la France, dans l'action humanitaire, a été le pays qui en a fait le plus. Soyons justes. L'Europe était trop jeune. Elle n'était pas prête à une action commune, efficace, là. Deuxièmement, les gens de mon âge, et je pense à Mitterrand, qui est tout à fait la même génération, nous gardons le souvenir épouvantable de la cruauté des nazis croates lorsque l'armée d'Hitler est entrée en Croatie et qu'avec Ante Pavelić, les Oustachis ont fait le massacre des Bohémiens, des Juifs, des Serbes, des musulmans pour une grande Croatie. Et nous gardions le souvenir, les Croates étaient les salauds et les Serbes étaient les victimes. Et nous restions dans cette idée sommaire. En réalité, entre-temps, les Croates n'avaient plus les nazis derrière eux pour les approvisionner, et les Serbes, avant que tombe en poussière le régime soviétique, avaient été abreuvés en armes de toutes sortes. Si bien que les rôles étaient renversés, et on entendait, dès qu'on a pris garde, les Serbes tenir exactement les propos que tenaient il y a 40 ans les Croates. Purification ethnique, n'est-ce pas? C'est pour ceux qui ont vécu le racisme hier, ces mots, c'est
intolérable. Et pour moi, avant-hier, on nous a fait une émission à la télévision très intéressante pour nous montrer comment on pouvait observer avec les satellites ou par avion exactement où étaient les blocos du côté serbe avec lesquels on tapait sur Sarajevo. Mais bon sang, on avait nos porte-avions qui étaient dans la mer Adriatique. Et qu'est-ce qu'ils foutent? On fait des discours aux Nations Unies. Mais si on ne termine pas la motion votée à l'ONU en disant « et si demain vous n'arrêtez pas, on bombarde, on anéantit les batteries, puisqu'on sait où elles sont ». Pour moi, c'est intolérable, voyez-vous. J'ai 2 points. Oui, est-ce que de là où nous sommes, il y a quelque chose à faire que nous n'ayons pas fait pour la Bosnie? Il faut que l'Europe devienne adulte et qu'on la prenne au sérieux quand elle a bien étudié un problème et qu'elle agit. Je voudrais, avant que ce soit la fin, parler de 2 sujets qui touchent l'islam et Israël. J'ai des affections, des amitiés profondes des 2 côtés. J'ai beaucoup souffert il y a 1 mois et demi de l'assassinat d'un médecin pédiatre à Alger, qui était notre interlocuteur avec lequel on préparait une fondation multiconfessionnelle à Alger. Il a été assassiné. Et puis j'ai vu dans la rue l'autre docteur. Bien. Là où, malgré toutes les bonnes volontés, on va se casser les dents, ça va être Jérusalem. À cause du statut de la ville. Et une idée folle m'est venue. Mais c'est peut-être une occasion de la rendre publique et qu'elle germe dans des cerveaux plus capables que le mien. Mais est-ce que ça ne serait pas la solution de créer un État souverain de Jérusalem? Comme il y a une cité... Comme il y a eu le Liban, dans lequel une charte verbale faisait que le président de la République serait toujours maronite, le président de l'Assemblée nationale serait toujours sunnite, le président du gouvernement, du gouvernement serait sunnite, de l'Assemblée nationale serait chiite, et il y aurait toujours 2 ministres de la minorité druze. Bon, et ça a vécu comme ça 40 ans, dans la paix totale, et c'était un paradis ce Liban. Mais ça serait si beau de faire que musulmans, juifs et chrétiens soient d'accord pour constituer un État souverain. Le Luxembourg a autant de poids que l'ONU quand il faut voter dans un débat. Eh bien, pourquoi pas Jérusalem? Un dernier mot pour les musulmans de Bosnie. Je crois que vous aviez pensé à une opération pour la fin de l'année. Oui, vous faites bien de me le rappeler. Il y a la volonté que, au moment de Noël, il soit dit partout, dans les écoles, dans les églises, dans les temples, les synagogues, les mosquées, il soit dit partout le 1er juillet. Le 1er janvier, allumer une bougie sur le bord de votre fenêtre. Moi, gosse de Lyon, c'était ma fête, le 8 décembre. Les bougies sur les fenêtres. Bien, allumer une bougie, non pas pour la paix, c'est trop vague, pour la tolérance, pour se supporter les uns les autres. Et si l'Europe réussissait ça, à faire ce geste, qui n'a aucune portée militaire, aucune portée alimentaire, mais qui serait un signe pour nous apprendre aux petits-enfants que c'est de se tolérer qui fait qu'on peut vivre entre frères et sœurs, entre enfants et parents, et voisins. Et si on ne se tolère pas, la vie n'a plus de sens. Monsieur l'abbé, le moment est venu malheureusement de nous quitter. Hein. C'était donc l'heure de vérité de l'abbé Pierre, enregistrée hier, samedi, dans la maison de retraite des Compagnons d'Emmaüs, à Esteville, en Normandie. Alors, prochain invité, Georges Marchais, qui était déjà député à l'époque où vous l'étiez, et qui l'est toujours près d'un demi-siècle plus tard. Et qui m'a envoyé avec un mot très gentil son livre « Démocratie ». Je lui ai répondu qu'elle demande d'avoir pas mis un point d'interrogation. Alors, si vous voulez en savoir plus, parce que je me rends bien compte que ceux qui nous regardent sont restés quand même un peu sur leur faim, je vous recommande la lecture du livre de l'abbé Pierre et de Bernard Kouchner, « Dieu et les hommes ». Je vous recommande cette cassette « Une journée avec l'abbé Pierre », tournée le 13 septembre dernier à l'occasion de vos 80 ans, mon père. Et puis alors également tous les journaux des sans-abri. Alors vous avez ici Le Réverbère,
vous avez macadam, et vous avez fin de monde. Fin de siècle. Fin de siècle, pardon, fin de siècle, FAIM, et sur lequel vous voyez, il y a un article sur vous, mon père. Voilà. Alors, je vais maintenant vous passer le livre d'or pour que vous le signiez. Et je dis bon dimanche donc à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Je voudrais dire un mot encore. Il y a le GATT. Alors le problème du GATT, il ne retient que sur un point. Où trouver solvables les consommateurs? Ah oui. Les consommateurs, ils surabondent à travers le monde. Ceux qui veulent bouffer ce que nos paysans jettent, n'est-ce pas? Mais le problème est de trouver les solvables. Or, ils ne sont pas solvables parce qu'il y a le problème de la dette, parce qu'il y a nous ne donnons pas des prix suffisants aux produits qui viennent de chez eux, minéraux ou alimentaires, etc., etc. Alors, je voudrais bien qu'un jour, il y ait le tiers-monde et le quart-monde ayant un petit tabouret au GATT pour dire à ces messieurs, il y a peut-être des trucs. Merci, mon père. On signe, on signe.